Ça se mérite. Le débrief éco en partenariat avec le Cercle des économistes. Bonsoir Emmanuel Cuny. Bonsoir Catherine, bonsoir à tous. Bonsoir Président, je vais vous dire. Alors Merci. ce soir, on va parler de la Guyane et du secteur bancaire qui se numérise, qui subérise. D'abord la Guyane où la tension s'accentue puisque le principal collectif qui mène le mouvement social depuis plus de 2 semaines maintenant annonce un durcissement des actions. Oui, carrément un blocage total du département à partir de demain matin aux aurores, donc au risque d'une pénurie de plus en plus grande sur certains produits de première nécessité. Le blocage du port de Cayenne, par lequel passent 90% des importations et exportations de ce territoire ultramarin, n'arrange pas la situation. Déjà économiquement dans le rouge, le département s'enfonce chaque jour un peu plus, mais les Guyanais sont déterminés à obtenir gain de cause. Alors comment réinventer et réenchanter la Guyane? Finalement, la vraie question, c'est comment redonner confiance à tout un peuple. Eh bien, on va en débattre ce soir, Emmanuel, avec Christian de Boissieu, bonsoir. Bonsoir. Du Cercle des économistes, et Aurélie Trouvé, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes vice-présidente du mouvement Attaque, mobilisation et détermination. Comment en sortir? Écoutez, Olivier Goudet, c'est l'un des porte-parole des 500 frères qui s'interroge justement sur la violence que l'on a pu voir lors des affrontements vendredi dernier devant la préfecture de Cayenne. Nous ne comprenons pas. Nous sommes bien mobilisés, déterminés à obtenir gain de cause. Nous ne sommes pas dans la violence. Par contre, à un moment donné, il va falloir que ce jeu arrête, puisque on a comme l'impression que l'État aujourd'hui veut rentrer dans cela, ce qu'on appelle le rapport de force, la violence. Il y a eu un petit échauffouré, effectivement, je le reconnais, mais rien de violent. Et directement, sans sommation, nous avons vu les gaz lacrymaux qui arrivaient à hauteur d'homme. En plus, à hauteur d'homme, c'est très dangereux pour nous. Et donc, on n'a rien compris. On n'a pas compris pourquoi autant de violence vis-à-vis de la population qui, aujourd'hui, revendique ses droits légitimes. Aurélie Trouvé, c'est impossible de parler de l'avenir de la Guyane sans regarder son passé. Comment on en est arrivé là? Alors, comment on en est arrivé là? D'abord, effectivement, c'est important de faire le lien entre ce qui se passe et, je dirais, le passé colonial de la Guyane, puisque la Guyane a été colonisée dès le XVIIe siècle par la France, avec une histoire aussi lourde d'esclavagisme, d'abord de massacre des peuples amérindiens, mais ensuite d'esclavagisme, de traite négrière, et ensuite d'apport massif d'Antillais, de Chinois, etc., à travers d'autres formes d'esclavage, le Et ça, c'est bagne. toujours dans la tête des jeunes générations. Bien sûr, et puis aussi parce que la Guyane, c'est d'ailleurs dénoncé par les mouvements ici, la Guyane a été, de mon point de vue, traitée ou considérée essentiellement, et c'est pas le cas que de la Guyane d'ailleurs, comme une économie de comptoir, c'est-à-dire que c'est une économie très spécialisée et surtout très dépendante de l'extérieur, et du coup avec un sentiment de la population que c'est un pool de ressources pour la France, avec le centre spatial guyanais, avec les ressources minières, l'or, etc. Mais il y a les voisins, mais qu'ils en effectivement. ont peu les retours. Il y a les voisins, on va voir l'aspect géopolitique et géographique qui est très important. Christian de Boissieu, est-ce qu'on peut dire que l'État français a investi de manière équitable sur le plan social et stratégiquement sur le plan économique, à part effectivement le centre spatial de Kourou? Ce qu'on peut dire, c'est que tout ça est relativement inefficace, en tout cas, parce que le taux de chômage est à 20%, c'est-à-dire 2 fois celui de la métropole, et le taux de chômage... C'est un peu la problématique de tous les territoires et Oui, départements mais d'outre-mer. c'est vrai qu'on retrouve les mêmes problèmes qu'en Martinique ou qu'en Guadeloupe, et d'ailleurs, il faut se référer à ce qui s'est passé dans ces autres DOM depuis quelques années. Il y a des points communs et puis il y a des spécificités. Et à mon avis, il y a aussi un sujet, c'est que la Guyane n'est pas une île, c'est une évidence. Contrairement à ce qu'a dit un certain candidat Voilà. présidentiel. Et donc, le débat de ses relations avec ses voisins, j'allais dire d'Amérique latine, est important. Par exemple, la question des relations entre la Guyane et le Brésil me paraît un sujet important. Alors, on le connaît souvent de manière un peu anecdotique avec la question des orpailleurs, les chercheurs d'or, avec la pêche illégale. Il y a tout un aspect de l'économie informelle qui existe sans doute. En fait, on a tout centré sur le centre spatial de Kourou, finalement, non? C'est-à-dire que je pense que c'est une chance, et en même temps, ça a peut-être limité la diversification nécessaire de l'économie limité, guyanaise. oui, mais malheureusement, oui. Oui, d'ailleurs, Aurélie Trouvé. 80% des échanges économiques se font avec la France, alors qu'il y a d'énormes frontières géographiques, comme vous le disiez, c'est pas une île, avec notamment le Suriname et le Brésil. Donc il faudrait sud. qu'ils travaillent ensemble. Bien sûr, mais en fait, notamment, il y a beaucoup du commerce aussi qui est dominé par la Martinique, et en fait, quelques riches propriétaires de Martinique. Et puis surtout, je crois qu'il y a quelque chose d'aberrant pour un économiste, c'est qu'il y a 100 millions d'exportations,
mais 950 millions d'importations, avec une balance commerciale extrêmement négative, liée à cette dépendance dans laquelle on a laissé la Guyane, cette dépendance économique. Et je crois que le premier objectif qu'il faut viser, avant l'autonomie politique, qui ne réclame pas d'ailleurs, c'est l'autonomie économique. Et moi, je voudrais insister là-dessus parce que on lance des chiffres de part et d'autre, 1 milliard contre, du côté du gouvernement, contre un peu plus de 2 milliards et demi. Plus de 2 milliards. Bon. Oui. Ça ne réglera pas le problème, finalement. Le quantitatif est important, mais le qualitatif l'est encore plus. Le problème de la Guyane, c'est qu'il faut que l'argent serve à investir, à créer des emplois sur place. Dans quoi? Justement, dans les filières qui existent, il y a des avantages comparatifs. La filière agroalimentaire, toute l'économie spatiale, à mon avis, mal organisée, à la fois en amont et en aval, il y a quand même quelques avantages comparatifs qu'il faut développer par plus d'investissements. Et alors que là, l'argent dont on parle, que ce soit 1 milliard ou 2 milliards et demi... C'est le faire intelligemment et de manière pragmatique. C'est plutôt, j'ai compris, c'est plutôt pour alimenter de la consommation. Mais... Aurélie Trouvé, les services publics aussi. Alors voilà, effectivement, d'abord, je dirais c'est une stratégie de développement par la substitution des imports, c'est-à-dire avoir une production locale qui se développe, qui réponde mieux à la consommation locale. Par exemple, 70% des produits agroalimentaires sont en fait importés. Et puis les services publics, comme vous dites. Parce que là, par contre, il y a quand même une loi de départementalisation de 1946 qui assurait normalement aux DOM, au département d'outre-mer, l'égalité territoriale. Or, aujourd'hui, ce qu'on observe, c'est des services essentiels à la population qui ne sont pas assurés. Je pense à l'éducation. On compte plusieurs milliers d'enfants de 6 à 16 ans qui ne sont pas scolarisés faute de place. Je pense à la santé. 2 fois moins de lits d'hôpitaux en Guyane par rapport à la métropole. Et comme vous disiez, des chiffres sociaux alarmants et économiques. Donc la grogne est légitime. Bien sûr, mais ça c'est propre à la Guyane ou est-ce qu'on le retrouve dans d'autres départements d'outre-mer? Il y a à la fois des points communs, le chômage et le chômage des jeunes, malheureusement on le retrouve beaucoup dans les DOM. Bon, mais il y a des spécificités tenant justement à ce qu'on a dit sur, au fond, l'économie de la Guyane, qui est à la fois... qui bénéficie du centre de Kourou, de l'économie spatiale, mais qui n'est pas suffisamment diversifiée. C'est vrai que l'État ne paie pas d'impôt foncier en Guyane par rapport le centre spatial. Sur le centre spatial, tout à fait. Et par ailleurs, je le dis, 80% du territoire du foncier appartient à la France en Guyane. Et il y a d'ailleurs une revendication des peuples autochtones d'avoir, au moins pour eux, une maîtrise du foncier. Oui, c'est-à-dire que le centre spatial de Kourou aujourd'hui ne paye pas d'impôts. Tout à fait. Et je rappelle que le centre guyanais spatial, c'est aussi un énorme carnet de commandes et à la fois des intérêts économiques et géostratégiques énormes pour la France. Il faut donner la possibilité aux jeunes qui veulent rester, de rester. Pour l'instant, je rappelle que le taux de chômage des jeunes est près de 50% et le taux de pauvreté est beaucoup plus élevé qu'en métropole. On marque une pause, si vous voulez bien, sur la Guyane et on va parler dans un instant de l'avenir du secteur bancaire. Le débrief éco avec Amundi, votre expert en épargne salariale et retraite. Amundi, la confiance, ça se mérite. 19h20, les toutes dernières infos de la soirée. Yasmina Adila. L'Égypte sous très haute sécurité. Le président Al-Sisi demande aux militaires de protéger les infrastructures vitales. Il réclame le déploiement immédiat d'unités de protection de l'armée. Après le double attentat qui a frappé le pays, attaque d'une église copte de Tanta au nord du Caire, l'autre à Alexandrie. Bilan au moins 43 morts et plus d'une centaine de blessés. Cette attaque a été revendiquée par l'organisation terroriste État islamique. Ce drame arrive en plein dimanche des Rameaux, événement qui marque l'ouverture de la Semaine Sainte. Les Suédois en deuil, 2 jours après l'attentat qui a frappé la capitale Stockholm. Des milliers de personnes se sont recueillies pour un hommage aux victimes. Des fleurs, des bougies et des dessins ont été déposés sur les lieux de l'attaque. Une phrase qui fait déjà polémique. La France n'est pas responsable de la rafle du Veldiv. Elle est signée Marine Le Pen. Pour la candidate d'extrême droite, ce sont ceux qui étaient au pouvoir à l'époque qui sont responsables. 13 000 juifs avaient été arrêtés à Paris pendant cette rafle du Veldiv de 1942. Une grande majorité ont été déportés et exterminés dans des camps nazis. Plus de 20 000 personnes réunies à Arras dans le Pas-de-Calais, venues assister aux célébrations du centenaire de la bataille de Vimy, où 3 600 soldats canadiens ont trouvé la mort en 4 jours. Commémoration en présence de François Hollande et du Premier ministre canadien Justin Trudeau. Greg Van Avermaet remporte son premier Paris-Roubaix, 260 km de course cycliste. Le Belge s'est imposé devant le Tchèque Zdeněk Štibar. Le Français Arnaud Démare est 6e. France Info.
La suite du débrief éco du dimanche soir avec Emmanuel Cuny, Christian de Boissieu du Cercle des économistes et Aurélie Trouvé qui est vice-présidente d'Attac. Alors l'annonce a fait son petit effet cette semaine dans le secteur bancaire. BNP Paribas a mis la main sur Compte Nickel. Alors c'est un service qui est en pleine expansion qui propose d'ouvrir un compte bancaire en quelques minutes en allant tout simplement chez son buraliste. Voilà, pas de frais bancaires, contrairement aux grandes banques commerciales, pas de découvert autorisé. Alors le concept a déjà séduit plus de 540 000 clients quand même, c'est énorme. Alors est-ce le mariage de la carpe et du lapin ? Hugues Lebret, l'ancien directeur de la communication de la Société Générale, créateur de Compte Nickel, a-t-il vendu son âme au diable en confiant probablement contre bon prix, on parle de 200 à 250 millions d'euros, son bébé à BNP Paribas, donc plus largement, est-ce que le modèle économique de la banque traditionnelle est mort ? Grande question. Et on va en débattre dans un instant, mais je voudrais qu'on écoute la réaction de Jean Bouvier du cabinet Connaissance. Pour lui, c'est un progrès majeur, tout simplement. Compte Nickel a inventé un scan. Ce scan garantit que votre passeport est bien un vrai passeport. Et ça, c'est un progrès majeur des services bancaires qui sont livrés à distance et peuvent être complétés et fiabilisés juste à côté de chez le client. L'objectif des 2 millions de clients qui est assigné à ce projet d'acquisition paraît raisonnablement ambitieux. Christian de Boissieu, ça y est, le secteur bancaire est en pleine mutation. Qu'est-ce qui se cache finalement derrière tous ces rachats ? Ce qui se cache, c'est la concurrence entre, je dirais, les banques classiques, un peu les mammouths, BNP Paribas, c'est un mammouth dans le secteur bancaire, je veux dire, c'est une grande banque, et puis des institutions plus récentes, plus agiles, en tout cas agiles, qui ont moins de coûts et qui peuvent donc, en quelque sorte, vendre des services aux clients qui ne sont pas nécessairement d'ailleurs bancarisés, on y reviendra sans doute, à des tarifs plus bas. Alors ça leur fait peur, ces petites banques, là, ces petites structures, ça fait peur à BNP Paribas, Société Générale ? C'est inquiétant. Voilà, le débat, c'est... Que font les banques par rapport à ce qu'on appelle les fintech ? Ouais. C'est quoi les fintech ? Les fintech, c'est la rencontre de la finance et des nouvelles technologies. Bon. Et donc, toutes ces structures que j'appelle agiles, qui sont généralement des start-up, petites, etc., relèvent des fintech. Et au fond, les banques traditionnelles, classiques, ont plusieurs manières de réagir. Soit elles font face à la concurrence comme ça, mais elles risquent de perdre un peu des clients. Soit elles rachètent les startups agiles et elles deviennent agiles elles-mêmes ou elles essayent de devenir agiles. Et c'est ce qui se passe avec le rachat du Compte Nickel par BNP Paribas. Ouais. C'est de l'intégration, comme on dit, verticale, où la banque rachète un de ses concurrents potentiels. Aurélie Trouvé, vous avez le même regard de ces mutations économiques dans le secteur bancaire ? Oui, alors c'est d'ailleurs le fondateur du Compte Nickel qui se disait un petit moustique face au géant. Donc, mais je crois que c'est important quand même déjà pour les auditeurs de bien séparer, ou en tout cas de bien distinguer ce qui relève, quand on parle d'économie ubérisée, collaborative, de bien distinguer l'économie sociale et solidaire. Là, on n'est pas du tout là-dedans. Et les startups, et en l'occurrence, et là, souvent, on est avec des multinationales. Parce que l'ubérisation, c'est aussi par exemple Apple Pay, via les smartphones. C'est Walmart aux États-Unis qui a créé aussi un moyen de paiement. C'est Vodafone ou comment Orange en Afrique qui propose des services bancaires complets. Et souvent, ce sont des grandes multinationales, type Apple, etc., qui se placent effectivement petit à petit pour essayer de concurrencer les grandes banques parce qu'ils y voient des profits très importants à faire. Mais c'est quand même, il faut le dire, des multinationales qui pratiquent massivement l'évasion fiscale, qui pratiquent le dumping social. Donc on n'est absolument pas, soyons clairs, dans cette économie sociale et solidaire. Est-ce que ça peut permettre de réduire les risques financiers liés à la banque, Christian de Boissieu ? Ça, j'en suis pas sûr. C'est-à-dire l'impact sur les risques, ça peut permettre peut-être de les transférer. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transfère. Les risques se transfèrent, on ne sait pas nécessairement qui va les porter. Moi, il se trouve que je suis régulateur, non pas bancaire, mais de marché financier, donc je suis très concerné par disons, le problème des risques. L'impact sur les risques, aujourd'hui, je n'en sais rien. Je dis simplement, pour revenir sur votre question, je pense que ce mouvement, il est général, il existe partout, et que nous sommes au début de ce processus, d'une certaine façon. Et en France, il y a déjà eu Banque Populaire Caisse d'Épargne ont déjà racheté un peu une start-up équivalente. Et puis, il y a d'autres exemples. Donc, je pense que c'est un mouvement général qui est loin d'être terminé. Et qui concerne une grosse partie de la population qui n'a malheureusement pas les moyens d'avoir accès aux services bancaires traditionnels. Oui, les 540 000 clients de Compte Nickel sont des gens, généralement, qui n'ont pas pratiquement un sou. Enfin, pardon, je grossis le trait. Ça, c'est
c'est peut-être en positif. Effectivement, aujourd'hui, on compte à peu près 6 millions d'exclus en France du système bancaire. Souvent, des gens à temps partiel, des chômeurs, des intérimaires, etc. Et c'est justement à ces populations-là que s'est adressé au départ le compte Nickel. Donc, en positif, en même temps, je dirais que ces start-up-là qui deviennent petit à petit mangées par soit les grandes banques, soit des multinationales, en tout cas, elles bousculent les grandes banques sur leurs pratiques, sur des rentes aussi qui sont parfois considérées comme injustifiées. Les pratiques parce que finalement, elles ne respectent pas le droit universel à un compte bancaire et gratuit. Donc, il faut imposer à ces grandes banques, et il faut que ça force l'État à imposer à ces grandes banques ce droit universel. Et puis aussi, en termes de rente injustifiée, je crois que ça peut les pousser aussi à baisser leurs frais bancaires. Aujourd'hui, dans le prix de vente d'un bien ou d'un service, c'est 2 à 3% qui est représenté par les frais de carte bancaire, voire 5% pour les petits commerçants. C'est énorme. Et d'ailleurs, le secteur bancaire a déjà été poursuivi pour ça, quoi. Mais d'une certaine façon, j'allais dire, dans ce domaine-là, vive la concurrence. Vous disiez, voilà un exemple de compte qu'on peut ouvrir en 5 minutes. Enfin, il paraît qu'il faut mettre un peu plus de temps. Oui, on a 20 minutes, 25 minutes, pas plus. Vous faites vous-même les démarches. La contrepartie de ça, c'est qu'il faut quand même être vigilant. Même s'il s'agit généralement de clients, j'allais dire, peut-être modestes ou à revenus moyens, ça peut être pour certains... Pas pour ces clients-là, mais ça peut être une voie par laquelle vous avez des mécanismes de contournement de réglementation. Donc, moi, je pense qu'il faudra que les régulateurs soient extrêmement vigilants là-dessus. Là, je voudrais complètement corroborer ce que vous dites. C'est qu'en même temps, il y a des grands risques de non-contrôle de toutes ces structures qui se développent, surtout si elles si elles proposent à terme des services bancaires complets, parce qu'elles peuvent échapper aujourd'hui aux autorités de tutelle bancaire qui sont très importantes sur les règles prudentielles. Donc, des risques très fort de spéculation. Et moi, j'ai envie de finir aussi en parlant peut-être de la réelle économie sociale et solidaire qui se développe, qui est encore toute petite, mais dans le secteur bancaire, en particulier avec une banque qui est la Nef, qui aujourd'hui, malheureusement, ne fait pas encore de moyens de paiement pour les particuliers. Mais il faut espérer que aussi cette économie sociale et solidaire se développe dans la banque, quoi. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci à vous, Aurélie Trouvé, vice-présidente d'Atta, Christian de Boissieu, vice-président du Cercle des économistes. Du Cercle des économistes. Emmanuel Cuny, je vous souhaite une bonne semaine. On se retrouve dimanche. Excellente semaine. À dimanche prochain.